Mesdames, Messieurs, bel bonjour et bienvenue sur Zana TV Caribbean et vous suivez Instant Caraïbes. Mesdames, Messieurs, cette émission va nous permettre de faire le bilan d'une année 2025 qui a été riche et très riche. Instant Caraïbes, aujourd'hui, comme je l'ai dit, va permettre de faire ce bilan tant attendu. L'année 2025, mesdames, messieurs, rappelez-vous, s'inscrit comme une année de tensions accumulées un peu partout à travers le monde et surtout sur le territoire qui va nous servir de repère. Tensions sociales, politiques, économiques et géopolitiques qui ne surgissent pas brutalement, mais qui sont le résultat, il faut le reconnaître, de fragilités anciennes, parfois maltraitées. La Martinique subit de plein fouet ces déséquilibres structurels. La France traverse une crise institutionnelle inédite et le monde entre dans une phase de recomposition accélérée des rapports de force, et vous le voyez en ce moment, entre les États-Unis, la Russie et l'Europe. Cette émission vise à prendre de la hauteur, de dépasser l'actualité immédiate et de mettre en perspective. C'est l'occasion pour moi, mesdames, messieurs, d'échanger et surtout de faire entendre son opinion. Un homme qui a toujours accompagné ce programme. Mesdames, messieurs, recevez avec moi monsieur Maurice Laouché. Bel bonjour, Maurice. Bel bonjour tout le monde, où que vous soyez. Merci encore, Maurice, d'être là pour que nous concluions cette année en beauté avec toi. Alors, Maurice, quel temps fait-il au Diamant, là où tu es en ce moment? Il fait très beau, il y a un très beau soleil. Il n'a pas plu cette nuit, alors que ces 3 ou 4 derniers jours, il avait pas mal plu. Mais hier, il a commencé à faire beau et aujourd'hui, il continue à faire beau. Donc, on peut se baigner. La mer est à 28 ou 29 degrés. On peut se baigner sans difficulté. Donc, j'invite tous ceux qui ont envie de voyager à venir en Martinique et notamment au Diamant, qui est l'une des communes où il pleut le moins en Martinique. Alors, Maurice, je te sens vraiment en forme, mais pourtant, tu as eu quand même un week-end très agité, quand même. Mais oui, hier, j'ai participé à un mariage fort sympathique. C'était de très belles jeunes femmes qui se mariaient au Diamant. Et donc, je les ai aidées à organiser leur mariage. Et elles avaient l'air vraiment très heureuses de la manière dont les choses se sont déroulées. Mais ça m'a conduit à me coucher à 2h30 du matin. Mais sans effort, ça a été un plaisir de les accompagner pendant toute cette journée et le début de la nuit. Voilà, ce serait aussi un plaisir, Maurice, que tu m'accompagnes durant 7 heures ou deux, je ne sais pas combien on va prendre, pour que nous fassions avec toi le bilan de cette année 2025 et une année qui a été riche. Alors, Maurice, juste pour que tu nous dises, est-ce que tu penses que 2025 marque simplement une rupture ou bien c'est l'aboutissement des crises des anciennes que tu as souvent décrites ici? Disons que 2025 marque une étape dans la mesure où cette année a vu arriver au pouvoir pour la deuxième fois Donald Trump, président des États-Unis. Donc, il a introduit un fonctionnement des relations internationales assez cynique. On aura l'occasion d'y revenir. Oui. Mais l'année 2025 n'est pas une étape extraordinaire dans un processus qui a commencé depuis, grosso modo, la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un processus que un écrivain, un sociologue, un arabisant français a très bien défini. Il s'agit de M. Jacques Berck, qui était professeur au Collège de France. Et il a écrit un livre dans les années 60 qui s'appelle Dépossession du monde. On en a peut-être déjà parlé dans cette émission, Dépossession du monde. Et c'est qui est dépossédé? Eh bien, les anciennes puissances coloniales, dont les États-Unis, parce que les États-Unis font partie des puissances coloniales si on regarde ce qu'ils font, par exemple, en Amérique du Sud, mais aussi l'Europe. Donc, ces anciennes puissances coloniales sont en train d'être dépossédées de leur pouvoir et ces pouvoirs sont en train de passer entre les mains des États BRICS, comme nous le savons, c'est-à-dire le Belgique, la Russie, la Chine, etc., l'Inde, etc. Donc, ce sont ces pays-là qui sont en train d'émerger. Et en 2025, les débuts économiques de Donald Trump à Washington ont donné l'occasion de mesurer le rapport des forces entre les anciennes puissances dominantes et les nouvelles puissances, puisque sur la base d'une campagne électorale
que M. Trump avait placé sous le signe de Amérique d'abord, États-Unis d'abord, Make America Great Again, MAGA, où il avait promis de préserver en priorité les intérêts de ses électeurs, eh bien, il a estimé possible d'augmenter assez brutalement les droits de douane que les États-Unis prélèvent sur les importations venues du monde entier. Alors, son comportement son comportement a payé face aux Européens, mais on a vu que dans une certaine discrétion, parce que les Chinois n'aiment pas faire de bruit, une certaine discrétion, les Chinois l'ont amené à changer son fusil d'épaule. Et après une réunion qu'il a eue en Asie avec notamment les responsables chinois, il est revenu en disant qu'il fallait que les armées américaines se préparent à un conflit majeur. Bon, je ne crois pas qu'on soit à la veille d'un conflit majeur, contrairement à ce qu'on croit, à ce que disent certains observateurs en tout cas, mais il a compris qu'avec la Chine, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que de même que les États-Unis dépendent de la Chine, il faut avouer que la Chine dépend aussi des États-Unis, parce qu'il y a des emplois en Chine qui sont commandés par des chefs d'entreprise américains. Mais si je te tiens, tu me tiens par la barbichette, et les Chinois lui ont dit, si tu veux nous faire mal, eh bien, on peut également te faire mal. Et il a baissé pavillon. Voilà, Maurice, merci d'avoir un peu placé ce cadre. Là, on était sur la partie globale. On va revenir sur le territoire intellectuel de la Martinique. Tout à Comment fait. définis-tu globalement, tel que tu l'as fait par rapport aux rapports internationaux, la Martinique pour l'année 2025, avant qu'on rentre dans les détails? Mais oui, alors il faut dire une chose, dès le départ, la Martinique, comme l'a dit un préfet qui est parti il y a quelques mois de la Martinique ne sait pas ce qu'elle veut. Hein. Il n'y a aucun document, contrairement à ce que prévoit la loi, les lois de décentralisation, qui datent de 1982, prévoient que les régions d'outre-mer établissent un projet de développement économique, social, culturel, environnemental, international. Eh bien, la Martinique n'a jamais vraiment fait ce travail et elle ne sait pas où elle va, avec comme conséquence des choses très concrètes. C'est-à-dire que le nombre d'assassinats cette année, en 2025, à la Martinique, s'est élevé à 40 victimes. 40 victimes. En Guadeloupe, c'est encore pire, c'est 50 victimes. Donc, il y a une montée de la violence, notamment par le fait d'un certain nombre de jeunes. Il y a des jeunes de 14 ans, de 15 ans qui ont des kalachnikovs. Et là, d'ailleurs, on retombe sur la proximité des États-Unis, parce que les États-Unis sont un pays où les armes sont quasiment en vente libre, et il y a beaucoup d'armes utilisées à la Martinique qui viennent des États-Unis, des armes toutes neuves. Il y en a également qui viennent du Venezuela ou de Cuba. Donc la Martinique a vu une montée inconnue. On a plus d'assassinats en Martinique aujourd'hui qu'à Marseille ou qu'en Corse, qui détenait les records jusqu'à présent. Cela vient du fait que les jeunes sont au chômage. Hein. Récemment, on a publié le chiffre des personnes qui allaient recevoir une prime pour Noël. C'est pas moins de 29 000 personnes sur une population de 360 000 personnes qui sont à la mendicité, entre guillemets, pour recevoir une aide publique à l'occasion de Noël. Alors, le nombre de chômeurs, on l'estime à autour de 40 000 personnes. Et c'est ça l'une des questions de fond. Disons que si on veut lutter contre la criminalité, notamment le narcotrafic, il faut avoir deux fers au feu. Il faut avoir deux fers au feu. Le premier fer, c'est celui de la lutte contre le chômage. Ça veut dire, au lieu de vampiriser les entreprises, les aider. Et quand j'entends dire qu'un grand groupe, on va en parler si tu veux, basé à la Martinique, va être poursuivi par le parquet national financier, je dis qu'il y a là un problème d'approche les yeux ouverts plutôt que les yeux endoctrinés et qui ne voient rien. Donc le premier fer au feu, c'est l'activité économique pour lutter contre le chômage. Et le deuxième fer au feu, et là
les problèmes interfèrent entre l'Hexagone et l'Outre-mer. Le deuxième fer au feu, c'est une politique pénale adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Je prends un élément tout simple avant de développer peut-être davantage si tu le souhaites. On a aujourd'hui dans l'Hexagone un certain nombre de personnes, souvent islamistes, extrémistes, qui ont combattu en Irak ou en Syrie. Ce sont des Français, mais qui sont allés combattre là-bas sans cacher leur attachement aux extrémistes islamistes. Ces gens-là reviennent en France, ils ne sont pas du tout repentis, ils continuent de proclamer leur hostilité totale à la France, à tout ce que représentent les valeurs de la France, et puis on les fait juger par des magistrats qui ont l'habitude de juger des personnes qui n'ont pas exactement ce profil. C'est-à-dire, on met des magistrats civils en face de guerriers aguerris, avec une absence de peine de mort. Je me rappelle Madame Belloubet, il y a quelques années, ministre de la Justice, s'employant à faire venir de Syrie des Français qui risquaient la peine de mort en Syrie. Pourquoi? Elle disait, ce sont des Français, la peine de mort n'existant pas en France, nous ne pouvons pas les laisser exécuter en Syrie. Donc on les fait revenir. On en a fait revenir comme ça des centaines. Et on demande aux magistrats de les gérer. Or, la France a une doctrine en matière pénale, une doctrine qui a été... Oui, tu veux dire quelque chose en passant? Non, mais vas-y. Une doctrine qui a été mise en place par le président François Mitterrand et le ministre Robert Badinter. C'est une doctrine qui est directement inspirée des mots d'ordre de mai 68. Soyez raisonnable, demandez l'impossible, il est interdit d'interdire, jouissez sans entrave sous les pavés, la plage, etc. Et la mer. Et donc, ces hommes qui avaient, un certain nombre d'hommes qui avaient 18 ans, 20 ans en mai 68, se sont retrouvés 13 ans après, à 30 ans, 35 ans, dans les allées du pouvoir, avec le soutien absolu de M. Robert Badinter. L'idée de base, inspirée par la harangue de Baudot, tout le monde, enfin, ceux qui n'ont pas encore entendu parler de la harangue de Baudot peuvent consulter Internet pour voir. L'idée de base, c'est qu'il faut emprisonner, incarcérer le moins possible et qu'il faut que l'incarcération soit aussi douce que possible. Alors, en matière de politique pénale, il y a deux doctrines très différentes. Celle que je viens d'évoquer, qui est la doctrine française, une formule cool, hein, qui est très bienveillante vis-à-vis des délinquants. Et puis, il y a une autre formule qui est appliquée par les Japonais, par exemple, bien par les Hollandais, à un moment donné, à la fin des années 1990, par le maire de New York. L'autre formule, c'est tolérance zéro. Tolérance zéro. Alors, chacun de nous peut faire l'analyse qu'il veut et puis préférer ses préférences. Mais pour porter un jugement sérieux, puisqu'il faut regarder la réalité en face, c'est ce que nous avons décidé de faire aujourd'hui, c'est ce que nous avons toujours fait, mais il faut continuer dans cette voie, eh bien, il faut constater qu'il y a une de ces politiques, la politique française, cette doctrine-là, qui dit emprisonner le moins possible, mais qui conduit à ce que les prisons débordent. Même si on emprisonne le moins possible, les prisons débordent. Il y a un problème. Et puis, l'autre, donc on peut se demander si, en tout cas pour moi, la réponse est claire, cette doctrine-là ne marche pas. Et puis l'autre doctrine, tolérance zéro, eh bien, elle est appliquée, je le disais, en Hollande, elle est appliquée au Japon, est appliquée également en Suède, au Danemark. Eh bien, il y a trop de places de prison dans ces pays et la délinquance a beaucoup reculé. Tu peux aller à Tokyo, laisser ton portefeuille à une table de café, eh bien, tu retournes dans le même café une heure après, tu retrouves ton portefeuille, peut-être pas sur la table, mais au comptoir, parce que le portefeuille
a été remis par un client à la direction du bar ou du restaurant. Donc, on a un double problème en France. D'abord, on a négligé le problème économique, le problème du chômage. Et alors, ce que je tiens à souligner, c'est que cette situation ne tombe pas du ciel. Elle est le résultat de choses très, très concrètes qu'il est facile d'identifier en termes de cause de la situation économique actuelle de la France. Alors, Maurice, moi j'aimerais avec toi que nous essayions d'abord de faire, je dirais, un focus sur la Martinique. On On va pas me recommence. reprocher, la Les choses Martinique, sont c'est la très liées, France. Martinique-France. Vas-y. Voilà, voilà. Enfin, la Martinique, c'est la France, c'est vrai, mais nous, on va être Focus Martinique. voilà, sur le territoire. Alors, il faut quand même dire, tu l'as déjà dit tout à l'heure, tu as parlé de violence tout à l'heure, mais on va revenir sur les éléments probants. Il faut quand même dire que au 1er janvier 2025, on voit quand même que la Martinique a perdu quasiment près de 25 000 habitants, et notamment des jeunes qui sont partis depuis quelque temps et qui fait aujourd'hui, alors qu'en 2015, on était à 380 000, aujourd'hui, on est à 355 au 1er janvier et on approche des 350 000. Donc, il y a un départ qui est très important. Un territoire qui est en train de se rétracter. Et cela, tu le sais très bien, ça cause un déséquilibre profond. On a moins d'actifs, on a plus de retraités, on a une pression accrue sur les finances publiques et une économie aussi qui peine à se renouveler ou sinon à donner en fait un nouveau souffle pour que les choses puissent partir. Tu as dit tout à l'heure que les chefs d'entreprise sont plus ou moins asphyxiés. Par rapport à ces éléments, Maurice, est-ce que tu penses que cette logique de décroissance va être un mouvement continu ou bien les politiques publiques, sinon les initiatives privées, pourront-elles arriver, peut-être pas à résorber, mais à ralentir en fait cette progression? Alors, donc, la population de la Martinique, d'après ce que vient de dire l'INSEE, c'est 360 000 habitants. Personnellement, je m'attendais à ce qu'elle soit autour de 325 000, 330 000, compte tenu qu'on disait qu'il y avait une diminution de 4 000 environ par an. En fait, il y a une diminution de l'ordre de 2 000, 2 500 par an, donc un peu moins grave. Je rappelle aussi que la population étant de 360 000 habitants, pour une superficie de 1100 km², on est quand même à une densité 3 fois supérieure à la densité de l'Hexagone. Il faut rappeler ça. On est à une densité de plus de 300 habitants au kilomètre carré, alors que dans l'Hexagone, on est à 120 habitants au kilomètre carré. N'empêche que ce que tu dis est très important. La population a tendance à diminuer et les jeunes ont tendance à partir. Et la population mécaniquement, naturellement vieillit, parce que les Martiniquais, malgré ce qu'on dit sur le chlordécone, ont tendance à vivre de plus en plus vieux. Disons que nous sommes l'un des pays de la planète où il y a le plus de centenaires. Tu vois? Et quand on écoute les avis d'obsèques tous les matins, eh bien, on constate que beaucoup de gens meurent à 85 ans, 90 ans, quoi, ce qui me laisse encore 2 ou 3 années d'espérance de vie convenable. Donc, la population vieillit. Et pourquoi y a-t-il cette situation de départ? Alors, un certain nombre de personnes très mal informées ont attribué la responsabilité de ce creux démographique au Bumidum. C'est juste une grosse erreur dans la mesure où, chiffres consultés, ce que j'ai fait il y a déjà quelques années, l'exode martiniquais dans les années 53-63 qui ont précédé la mise en place du Bumidum était aussi important que ce qu'il était dans les années 63-73 qui ont suivi la création du Bumidum. Donc dire que le creux démographique actuel s'explique par l'exode des Martiniquais à cette époque, c'est une erreur, d'autant plus que les gens qui sont partis après 63 par le Bumidum n'étaient guère plus nombreux que ceux qui sont partis sans le Bumidum. On a tendance à étendre à la Martinique des raisonnements
très pessimiste fait pour la Réunion. À la Réunion, Oui. il y a eu des drames énormes parce qu'il y avait une pression au départ de la part d'un certain nombre d'élus et que des gens qui n'étaient pas préparés au départ, ni même volontaires pour partir, sont partis et se sont très mal intégrés. Mais en Martinique, il n'y a jamais eu de pression des élus ni des responsables privés pour les départs. Et d'ailleurs, du temps où le BIMIDOM existait, il existe encore d'ailleurs sous une forme différente, c'est la DOM, on n'a jamais entendu un élu martiniquais protester contre l'action du BIMIDOM. Aucun. On dit que Césaire a dit qu'il y avait une forme de génocide et que c'était un génocide par substitution. Recherche faite, quand Césaire a employé cette expression à l'Assemblée nationale, elle concernait uniquement la Guyane, où il y avait un plan élaboré par M. Stirn, ministre de l'Outre-mer à l'époque, qui consistait à faciliter le voyage et l'installation de beaucoup d'Européens, de beaucoup d'hexagonaux en Guyane, notamment dans le secteur de l'agriculture. Mais Césaire n'a jamais protesté contre le déroulement du BIMIDOM à la Martinique, jamais. Donc, pourquoi? Donc, revenons à la racine du problème. Pourquoi y a-t-il tant de départs? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas de politique de développement en Martinique, tout simplement. Alors, on a un secteur public qui occupe 65 ou 70% du produit intérieur brut de la Martinique. Et on a un secteur privé, alors qui est très contrasté. Et alors, il y a quelques entreprises en Martinique qui réussissent bien, et puis il y a beaucoup d'entreprises qui ont beaucoup de difficultés. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que les entreprises ou les organismes dirigés par les élus de la Martinique sont en difficulté spectaculaire. Je prends l'exemple du transport. En Martinique, il y a plus de voitures par tête d'habitant que dans beaucoup de pays. Pourquoi? Parce que dans la même famille, il y a parfois trois voitures, voire 4 voitures, du fait que les transports en commun sont très mal organisés. J'ai fait le calcul, le temps perdu par les Martiniquais sur les routes chaque année, c'est plus de 2 milliards d'euros, c'est-à-dire plus que le budget de la CTM qui s'élève pour 2026 à 1,5 milliard d'euros. Donc, c'est vous dire que le problème du transport est un problème crucial. Il ne peut pas y avoir de développement économique. Imagine un jeune ou bien un touriste qui veut compter sur un transport en commun pour se déplacer, il ne va pas y arriver. Un jeune qui va chercher du travail et qui se présentera à un employeur en lui disant « je n'ai pas de véhicule », eh bien, d'abord, il faut qu'il arrive chez l'employeur pour se faire voir. Et s'il dit à l'employeur qu'il n'a pas de véhicule, l'employeur ne va pas le recruter parce qu'il sait que la ponctualité ne sera pas au rendez-vous. Je prends un autre exemple d'entreprise gérée par les élus, uniquement par les élus de la Martinique, pas par l'État, ni par les béquets, mais uniquement les élus de la Martinique. C'est l'usine à sucre du Galion, la SAM, à Trinité, Martinique, alors que c'est une usine qui jadis produisait 50-60 000 tonnes de sucre, alors que la Martinique, pour les besoins de bouche, sans compter les besoins industriels, a besoin de 4 000 tonnes de sucre chaque année, eh bien, l'usine à sucre, la seule qui reste en Martinique, a produit en 2025 600 tonnes de sucre. 600 tonnes de sucre. C'est juste un désastre, c'est une activité qui est en faillite, il faut dire les choses telles qu'elles sont, alors qu'il y a des moyens. L'une des raisons pour lesquelles la société productrice de sucre est en faillite, c'est que les producteurs de canne, les planteurs de canne, ne sont pas payés en temps et heure par l'usine. Donc les gens qui ont travaillé une année, qui ont livré et qui attendent parfois une année pour être complètement payés, eh bien, d'abord, leurs enfants ne voudront jamais prendre la suite. C'est un point très important parce que la population agricole décline en Martinique aussi. Et puis, celui qui est là ne va pas gagner sa vie, il va chercher à faire autre chose. Si tu prends le tourisme,
Et il faut savoir ce que représente le tourisme en Martinique. On nous dit, mais vous êtes une île à vocation touristique. Eh bien, le tourisme représente 4% de la valeur ajoutée, 4% du produit intérieur brut. Dans les pays avec un fort développement touristique, on a une valeur ajoutée du tourisme qui est de l'ordre de 20 à 25%. En France, dans l'Hexagone, c'est autour de 10%. Nous, on est à 4%. Et avec des chiffres qui sont plus ou moins contestables. Par exemple, quand on dit que 500 000 croisiéristes sont arrivés en Martinique, il faut savoir que beaucoup de croisiéristes ne descendent pas en Martinique parce que les objets achetés ne sont pas nombreux et coûtent plus cher que dans les îles voisines. Donc la situation économique, aujourd'hui, excuse-moi de Maurice, si tu permets, on va aller pas à pas. Voilà. Par rapport à la description qui t'a faite, on a bien compris qu'il y a un problème. Il faut aussi reconnaître que les collectivités qui sont chargées de gérer l'île, de temps en temps, essaient d'imaginer, et puis c'est peut-être pas probant, mais essaient d'imaginer des politiques, je dirais, d'attractivité. C'est un territoire qui est attractif. Tu as parlé tout à l'heure, il y a quand même des potentialités pour qu'il soit attractif. Mais en même temps, quand on reste juste sur ce volet démographique, on voit très bien ces jeunes qui partent. La cause, sans doute, elle est multiforme, mais enfin, ces jeunes partent. Des politiques d'attractivité qui ne marchent pas. On sent aussi que si les hommes partent et qu'il y ait plus de chômeurs, donc les charges sociales deviennent plus importantes. Sans oublier, tu l'as dit tout à l'heure, le problème du vieillissement. Par rapport à tout ça, 2025, en fait, est-ce que c'est aussi une année charnière ou pour toi, on a encore de la marge pour récupérer la situation? Disons, moi, je considère que 2025 a été une année envoyant un signal d'aggravation que je perçois avec l'augmentation de la criminalité. La criminalité, 9 fois sur 10, est le fait de gens de moins de 30 ans. Et quand il y a des mamans qui sont contentes que leurs enfants soient dans le trafic de drogue, parce que l'enfant rapporte un peu d'argent tous les jours, toutes les semaines, pour faire bouillir la marmite. Donc, ça a été vraiment un signal d'aggravation de la situation et j'espère de prise de conscience. Je veux dire juste un mot à propos du problème de l'évolution démographique et de la natalité. On a un taux de fécondité des femmes en Martinique qui est de l'ordre de 1,5, c'est-à-dire le taux métropolitain, le taux de l'Hexagone, grosso modo. Mais la baisse de la fécondité féminine est un phénomène mondial. Quand on regarde le chiffre, je prends un exemple un peu extrême, qui est celui de la Corée du Sud. La Corée du Sud a un taux de fécondité des femmes de 0,7. Je rappelle que pour le renouvellement d'une population, il faut un taux de fécondité de 2,1. Donc, caricaturalement, on pourrait dire que pour qu'en Corée il y ait un enfant, il faut consulter 3 femmes. Il faut qu'on prenne les statistiques concernant 3 femmes. C'est un problème donc mondial. Au fur et à mesure que le niveau de vie augmente, eh bien, les femmes contrôlent leur fécondité et ne veulent pas d'enfants. Je veux dire, à propos de la vie chère, parce que tu ne peux pas ne pas savoir qu'en 2024, il y a eu quand même beaucoup de dégâts à la Martinique. Et les conséquences, moi, du côté de chez moi, il y a 2 magasins qui ont brûlé et qui n'ont pas encore rouvert. Mais quand aujourd'hui, lundi 22 décembre, tu regardes le parking des supermarchés, les parkings débordent. Les parkings débordent. Il faut voir le niveau des voitures qui sont dans les parkings. Quand tu te promènes en Martinique, j'espère, Sire, que tu auras un jour la bonne idée de venir nous rendre visite. En tout cas, tu es le bienvenu chez moi. Merci. Et je vais directement au Diamant, Maurice. Tu viendras au Diamant? Oui. Eh bien, ta chambre est déjà préparée, ton lit est fait. Ton lit est fait. Et alors, tu verras le parc immobilier en Martinique, la qualité des maisons. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens mal logés. J'étais président pendant longtemps d'une société d'HLM. Je me suis donné beaucoup de mal pour mieux loger
les Réunionnais, les Guadeloupéens, les Martiniquais, les Guyanais, j'étais président de l'association des organismes d'HLM d'outre-mer. On a fait un gros effort, mais il y a quand même encore beaucoup d'efforts à faire. Mais quand on se déplace, on voit qu'il y a beaucoup de maisons qui ne sont pas nécessairement des petites maisons. Alors, ce n'est pas que je veuille minimiser, mais il faut savoir raison garder. En matière de croisière, par exemple, Guadeloupe et Martinique détiennent les records du monde par tête d'habitant de départ en croisière. C'est ça la réalité. Et puis de l'autre côté, le trafic de drogue. Alors, je dis que, alors là-dessus, parce que c'est très bien de décrire, et tu me disais comment on peut renverser la situation, comment inverser la situation. Tu as tout à fait raison, mais les faits sont connus, et ils ne sont pas connus de cette année, sire. Ils sont connus de beaucoup d'années, et tous les responsables les connaissent. Il manque une volonté de développement économique. J'ai parlé récemment avec quelqu'un qui est membre du Parlement et qui m'a dit, mais développement, qu'est-ce que ça veut dire? Développement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu sais, le développement et l'équilibre d'un pays reposent, de mon modeste point de vue, sur deux piliers fondamentaux. Le premier pilier fondamental, c'est la culture, c'est-à-dire tout ce que l'individu a dans sa tête, comme souvenir, comme information, comme éducation. La culture et connaissance de l'histoire en particulier. Si, par exemple, nous savions qu'il y a eu beaucoup de blancs esclaves avant le trafic d'esclaves transatlantiques, on relativiserait, ça n'enlève absolument rien à la gravité du colonialisme européen. Bon. Donc la culture, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est l'économie. Eh bien, les responsables martiniquais, au cours des 75 dernières années, ont trop négligé ce deuxième pilier qu'est l'économie. Ils ne s'y sont pas intéressés. Et c'est ce qui peut conduire à dire, en caricaturant un peu, que le fouet que nos ancêtres, avec l'aide de Schellcher, étaient arrivés à arracher des mains de certains, eh bien, nous le leur avons rendu en négligeant les problèmes économiques. Et les manifestations violentes auxquelles nous assistons ne sont qu'une demande insolente, spectaculaire, eh bien, de ne pas trop obérer un pouvoir d'achat qui est considéré par beaucoup comme insuffisant. Une parenthèse pour finir entre guillemets ce chapitre-là. Vas-y. Dans beaucoup de pays, tu sais, y compris à New York, dans beaucoup de pays, je ne parle pas de Sainte-Lucie ou d'Haïti, mais dans beaucoup de pays, il n'est pas difficile de mobiliser une bonne fraction de la population sur le thème de la vie trop chère. Tu es d'accord avec moi? Si on te demandait est-ce que la vie n'est pas trop chère du côté de l'Est de la France, tu dirais oui, la vie est trop chère, pour certaines choses en tout cas. Aux États-Unis, en ce moment, l'augmentation des droits de douane par Trump a conduit à une augmentation des prix et on sent monter. J'ai un fils qui vit en Floride. On sent monter chez les Américains un certain mécontentement du fait de la montée de l'inflation. Parce que Trump avait promis qu'il vaincrait l'inflation provoquée par Joe Biden. Pour le moment, il est exactement à l'opposé de ce qu'il avait promis. Et le chômage redémarre également. Voilà. Alors, Maurice, tu as évoqué un certain nombre d'éléments, mais en même temps, tu le sais autant bien que moi, que 2025 a été aussi une année, notamment pour Fort-de-France et la CTM. Il y a eu quand même pas mal de sentiments de défiance qui s'est plus ou moins installé par rapport à ces institutions. Il y a des procédures judiciaires aussi, tu le sais, ce qui fait que l'action publique a du mal vraiment à avoir une vraie crédibilité. On se pose pas mal de questions, les sentiments des citoyens par rapport à ces institutions qu'on considère plus ou moins déconnectées. Donc on est là, et tu le comprends aussi bien que moi, dans une crise de confiance par rapport à la démocratie locale, qui s'exprime aussi, on va avoir les élections bientôt, par une abstention qui est très très forte. Alors, pour toi, en termes de gouvernance,
comment a été la Martinique en 2025? Comment était la... Ben, les choses se sont là encore aggravées, comme sur le plan économique. Alors, tu sais, aussi bien, et quand tu regardes, on a une crise de la démocratie en Martinique. On a une crise de la démocratie en Martinique. Disons que les gens vont voter, ils savent pour qui ils votent, mais ne savent pas pourquoi ils votent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une procédure, un système qui permettrait de dire au président de la CTM ou au maire de Fort-de-France ou au maire de n'importe quelle commune, quand vous avez été candidat, voici ce que vous aviez promis de faire. Un an après, et 2 ans après, et 3 ans après, voici où on en est. Dans quelle mesure avez-vous respecté les engagements que vous aviez pris envers vos électeurs? Cette procédure n'existe pas. Et on s'aperçoit. Il faut savoir qu'il y a un grand président français, si tu me permets, qui disait que les engagements n'engagent que, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Ouais. Eh bien, si on part de ce principe, on n'avancera jamais. Mais donc, on est dans un système de démocratie représentative. Hein. Lorsque au XVIIIe siècle, on a voulu inventer le système qui, au lieu de la monarchie, allait permettre de gérer les pays, eh bien, le modèle qui l'a emporté aux yeux des décideurs, c'était tout simplement le modèle guerrier. C'est-à-dire qu'on a organisé la démocratie sur le modèle des armées. C'est-à-dire, on fait une campagne. Alors, c'était une campagne militaire, maintenant c'est une campagne politique, mais c'est le même mot de campagne. Au bout de cette campagne, il y a une armée qui gagne, un parti qui gagne et qui prend beaucoup de pouvoirs, pas tous les pouvoirs, parce qu'il y a toujours quelques contre-pouvoirs, mais qui prend l'essentiel des pouvoirs, et puis qui s'obstine naturellement à s'opposer à ceux qui ont été battus. Quant à ceux qui ont été battus eux-mêmes, eh bien, ils n'ont qu'une préoccupation pour récupérer le pouvoir, c'est de critiquer systématiquement ceux qui sont au pouvoir. Si bien qu'il y a une ambiance de guerre, c'est comme ça que ça a été organisé au départ, et une ambiance de violence avec un très mauvais exemple donné à toute l'opinion et notamment aux jeunes. Il y a une démocratie qui, parce qu'elle est située au cœur d'une région où il y a eu beaucoup de guerres, a tiré une réflexion, a tiré profit de tout ce que ce pays-là a vécu, c'est la Suisse, où tous les partis qui sont représentés au Parlement sont également représentés au gouvernement. S'il y a 4 grands partis au Parlement, il y a 4 grands partis au gouvernement, et tu ne connais pas ni moi le président de la Suisse parce que la présidence change tous les ans. C'est un modèle dont il faut s'inspirer. Alors on va nous dire, mais c'est un petit pays, ça ne veut rien dire. C'est un principe. Il faut l'adapter à la réalité de la Martinique ou de la France, mais on peut faire ça dès l'année prochaine dans ma commune du Diamant. Disons, qu'est-ce qu'à la prochaine élection alors? Oui, il y a des élections municipales au mois de mars, comme au niveau national. Et j'en parle d'ailleurs aux différents leaders des listes qui vont s'opposer. Je leur dis, mais pourquoi vous ne prenez pas l'engagement avant l'élection de faire entrer au bureau du conseil municipal les gens de l'opposition? J'aime autant te dire que je prêche dans le désert. On a l'impression que c'est consubstantiel à l'action politique que de ne pas travailler ensemble. À mon avis, c'est une trahison du mandat électif. Le mandat électif n'a jamais dit opposez-vous toute la journée. Il a toujours dit, mais mettez-vous ensemble. Dans tous les pays, tu entendras ça. Mettez-vous ensemble pour diriger les affaires du pays. Et on a eu une démonstration il y a quelques années en Martinique. C'était aux élections à la CTM. Au premier tour, il y a eu 3 listes qui ont été choisies. Donc les autres listes ont été éliminées. Il restait 3 listes. Une liste indépendantiste, une liste départementaliste et puis une liste autonomiste.
Et les listes qui étaient apparemment le plus opposées, c'était la liste indépendantiste et la liste départementaliste. Eh bien, le leader de la liste indépendantiste, qui s'appelait Alfred Marie-Jeanne, a proposé au leader de la liste départementaliste de faire liste commune au deuxième tour. Eh bien, cette liste nouvelle pour le deuxième tour l'a emporté et a totalisé beaucoup plus de voix que celles qui avaient été recueillies d'une part par la liste départementaliste, d'autre part par la liste indépendantiste. Tu vois ce que je veux dire? Disons que la somme des deux listes a fait plus que les deux listes du premier tour. Eh bien, c'est le signe que l'électeur donne une prime à ceux qui font l'effort de se réunir pour travailler ensemble. Et tu t'imagines, prenons encore l'exemple du Diamant, que je connais un peu mieux que les autres, c'est une commune de 6000 habitants. C'est déjà très difficile de trouver 29 personnes pour constituer une liste. Or, à la dernière élection, au premier tour, il y a eu 3 listes. Donc, il a fallu trouver 3 équipes de 29 personnes pour être candidate aux élections. Eh bien, j'aime autant te dire qu'on n'a pas trouvé 3 fois 29 personnes. Alors, au deuxième tour, il y a eu une entente à la dernière élection entre la liste arrivée deuxième et la liste arrivée troisième, et on a là une illustration du vice de la démocratie que tu évoquais, que tu évoquais avec d'autres mots. C'est-à-dire que la liste qui était arrivée première au premier tour, c'est-à-dire à qui la population avait majoritairement accordé sa confiance, bien se retrouve aujourd'hui dans l'opposition. Et donc, ça se traîne à critiquer au maximum bien, la coalition qui est au pouvoir. Ce n'est pas sain et c'est beaucoup d'énergie. Parce qu'il y a des gens très compétents sur chacune des listes. Il n'y en a pas 29, mais il y a au moins, sur chacune des listes, tu as au moins 7 ou 8 personnes très compétentes pour faire tourner une petite mairie, petite commune comme le Diamant. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez bien compris et vous êtes bien sûr sur Ziana TV Caribbean et vous suivez ce programme spécial. Nous faisons le bilan de l'année 2025 avec notre consultant politique et économique, Maurice Laouché, et nous parlons précisément de la Martinique. C'est notre vraiment focus, on fait un focus sur la Martinique pour bien comprendre. On a parlé un peu d'économie, on a parlé de la gouvernance, mais en même temps, Maurice, dès le départ, tu as évoqué des problèmes de sécurité. La sécurité aujourd'hui, je vois que c'est un sujet qui te préoccupe, mais qui préoccupe aussi les autorités. Alors, il n'y a pas seulement, tu disais tout à l'heure, des assassinats, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la mortalité routière. En fait, il y a un gros souci. Il y a aussi les questions liées aux infrastructures routières qui sont dégradées, les embouteillages, tu as dit tout à l'heure, ce qu'on perdait, et en même temps, les entreprises qui ont du mal, en fait, à travailler dans de meilleures conditions par rapport à ces problématiques liées aux infrastructures routières. Alors, Maurice, à partir de là, est-ce que tu peux nous dire, quelle est aujourd'hui la stratégie pour que tous les problèmes liés à la sécurité routière, qui demandent de l'État, le problème lié, je dirais, à la citoyenneté, parce que quelque part, il faut aussi un brin de citoyenneté pour que les choses aillent le mieux, le coût de ces embouteillages par rapport à l'économie locale qui est déjà en difficulté et en même temps les entreprises qui ont du mal parfois à aller un peu plus loin et favorisant cette instabilité sociale qu'on essaie de constater. Au fur et à mesure qu'on avance avec toi, on constate qu'il y a toujours, malgré chaque pan qu'on aborde, que ce soit la gouvernance, sur l'économie, une certaine instabilité. Et là aussi, en matière de sécurité routière aussi, et une instabilité. Comment est-ce que toi, tu approches un peu tous ces facteurs, Maurice? Alors, disons que sur ces domaines d'infrastructure comme de développement économique, il y a ce qu'on peut faire localement et Oui. ce que l'État doit faire. Comme tu l'as très bien souligné, la sécurité sur les routes, c'est du domaine de l'État, naturellement. Et quand tu as une instabilité ministérielle au niveau national, et puis un manque de crédibilité des élus locaux, ça rend l'équation un peu compliquée à résoudre. C'est la raison pour laquelle il est très difficile d'aborder les problèmes
même d'une commune sans aborder en même temps les problèmes nationaux. Et ça, c'est l'une des réflexions que nous devons avoir. L'électeur martiniquais, comme l'électeur de l'Hexagone, est consulté à 9 occasions. Disons qu'il y a 9 scrutins à l'occasion desquels l'électeur doit donner son avis. Depuis les municipales jusqu'au référendum, hein, en passant par les présidentielles, les territoriales, les communautaires, 9. Bon, inutile de te dire qu'avec les moyens de communication actuels qui sont dans le désordre le plus total, l'électeur est évidemment un peu gêné pour donner de la cohérence. Parce que tu ne peux pas avoir de développement local ni de développement national si tu n'as pas une certaine cohérence. Regarde les Chinois, ils font des plans à 40 ans, à 50 ans. Ils savent où ils vont et puis tous les 5 ans, ils actualisent. Il faut une certaine cohérence. Or, les gens votent parfois pour un camp à l'élection municipale et puis pour un autre camp à l'élection présidentielle. C'est incohérent, il y a un problème. Il faut que l'électeur se demande si le maire pour lequel il va voter au niveau municipal sera celui qui va soutenir la politique nationale qu'il souhaite. Parce que l'avenir des Diamantinois, comme l'avenir de n'importe quel habitant de la Martinique ou de la Corrèze, est plus déterminé par des décisions qui sont prises par le président de la République et par le Parlement que par les décisions prises par le maire. Le maire n'a pas beaucoup de pouvoirs fiscaux, par exemple, de pouvoir en termes de maintien de l'ordre, en termes d'éducation, etc., etc. Tout ce qui est essentiel en France, et ça tient à l'histoire de la France, est tenu par l'État. Hein. Donc, il y a lieu que chaque électeur se demande, ça te paraît peut-être un peu général, mais si on se contente de faire des constats, on ne va pas aller très loin. Il faut se demander à partir de quelle valeur, à partir de quels critères on va mettre un bulletin pour les municipales qui sera en cohérence avec l'autre bulletin qu'on mettra, mettons, pour les présidentielles. Je rappelle qu'on aura les municipales en 2026, mais que tout de suite après vient la présidentielle. Donc, au moins pour ces 2 scrutins qui sont probablement les plus importants, eh bien, on soit cohérent. Et ce que je propose à tous ceux avec lesquels je travaille, je réfléchis, c'est qu'on choisisse un critère. Alors, chacun peut en proposer 150 000, mais je dis qu'un critère doit l'emporter sur tous les autres, c'est le critère de l'emploi, le critère de la lutte contre le chômage qui est l'esclavage des temps modernes. Je rappelle que dans l'article 5 du préambule de la Constitution, il est dit que chacun a le devoir de travailler et que chacun a le droit d'obtenir un emploi. C'est-à-dire que les constituants de 1946, juste après la guerre, comme ceux de 1958, un petit peu après, avaient compris, en regardant leur histoire récente, c'est-à-dire notamment l'histoire de l'Allemagne ou bien des États-Unis, ou bien de la Martinique ou de la France, la gravité d'une situation où chacun n'avait pas un emploi. Donc, ils ont mis ça en priorité. Alors, ce que je pense, si on veut avoir une certaine emprise sur les événements, c'est qu'au lieu de pleurer que ça va mal, eh bien, on regarde électeur par électeur et candidat par candidat, quelle priorité le candidat attache à la valeur travail. Ou bien, il n'en parle jamais. Je te suggère de suivre les débats de ces jours-ci à l'Assemblée nationale et au Sénat, et ça dure depuis des mois et des mois. Combien de temps vois-tu que consacrent les parlementaires à la priorité à donner à l'emploi, notamment pour les jeunes? Ils n'en parlent pas. Ils en parlent, mais on est dans une ambiance folle pour reprendre le problème électoral. Qu'est-ce qui a été décidé il y a quelques mois? D'abord, il a été décidé que les parlementaires allaient augmenter leurs indemnités de parlementaires, une première chose.
dans un pays qui est surendetté. Et puis, plus récemment, on a constaté que il y avait un certain nombre de petites communes sur le territoire hexagonal. Il y a beaucoup de communes de 200 habitants, 300 habitants. Eh bien, on a du mal à trouver des candidats à la mairie. On parlait des listes électorales, même si c'est pour trouver une douzaine de conseillers municipaux, on a du mal à trouver une douzaine de conseillers municipaux. Alors, qu'ont décidé, messieurs et mesdames, nos parlementaires, c'est, à mon avis, une décision de mépris envers la démocratie. Ils ont décidé d'augmenter les indemnités accordées aux maires et aux conseillers municipaux. À mon avis, c'est une décision de mépris. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est candidat pour gagner de l'argent? On est des professionnels de l'élection? On est des professionnels de la politique? À mon avis, c'est une décision de mépris. Alors que on est tous d'accord, en France, tous les observateurs, pour vous dire qu'avec 35 000 communes, la France est le pays qui, par tête d'habitant, a le plus de communes. Pourquoi ne pas se dire, au niveau gouvernemental, ça pourrait très bien être décidé, que quand une commune n'est pas en mesure d'organiser des élections parce qu'il n'y a pas une ou deux listes, parce qu'à la limite, il peut y avoir une seule liste, mais quand elle est incapable d'avoir ne serait-ce qu'une seule liste, eh bien, on engage, avec toutes les précautions nécessaires, un processus de fusion-acquisition, comme diraient les banquiers, c'est-à-dire qu'on fusionnerait cette commune avec une autre ou deux ou trois autres communes dans les parages immédiats. Comme ça, on ferait un petit pas supplémentaire vers la rationalité en diminuant le nombre de communes. Mais revenons à notre bilan de 2025. C'est vrai que tu as raison d'insister sur le fait que 2025, on doit y attacher une attention parce que c'est un quart de siècle quand même, hein, c'est un quart de siècle. Eh bien, l'année 2025, tant au niveau mondial qu'au niveau national et qu'au niveau local, eh bien, aura marqué une aggravation de la situation dans le cadre d'un processus global de dépossession. Tu sais que je pense, et je ne suis pas le seul, qu'il faut penser global et agir local. Disons, nous savons qu'il y a une dépossession qui se fait, un grand basculement qui se fait, à nous de nous y adapter. Je connais quelqu'un qui est un de mes proches, qui est à la tête d'une chaîne de télévision, eh bien, qui a passé un accord récemment avec des Chinois pour avoir un certain nombre d'applications dans des conditions financières très intéressantes. Et c'est ce que font les Chinois. Hein. Les Chinois, notamment avec l'Afrique, ont une politique de prêt dont toutes les clauses ne sont pas toujours connues, qui consiste à faire des prêts de longue durée à des taux d'intérêt inconnus, personnellement je ne les connais pas, mais qui permettent à un certain nombre de pays d'Afrique d'avoir des ports, des aéroports, des routes dans de meilleures conditions. Mais, et là, c'est un point très important, Sire, sur lequel nous tous, on doit être très attentifs. Quel type de développement voulons-nous? Et 2025 est l'occasion extrême de poser ce problème parce que avec la politique de Trump, Trump dit moi je ferme mes frontières quand je veux à qui je veux. J'étais en Guadeloupe au mois de juin et j'ai eu l'occasion d'attirer l'attention de mes amis guadeloupéens sur ce problème, notamment dans une distillerie à Marie-Galante. Eh bien, il faut que nous sachions dans l'activité économique de chacun de nos territoires, quelle proportion nous réservons à la production locale de biens essentiels à la vie, à notre vie courante, et quelle proportion nous accordons au commerce international, c'est-à-dire à ce que nous exportons ou importons. Eh bien, 2025 a été l'occasion spectaculaire de conduire à cette réflexion-là, dans quelle mesure nous acceptons de dépendre de l'étranger, de l'extérieur pour l'essentiel, et dans quelle mesure nous voulons dépendre de nous-mêmes pour cet essentiel. Et si nous nous contentons de singer le type de développement adopté par l'Europe depuis 200 ans, ou bien par la Chine depuis 50 ans, 60 ans, eh bien l'échec est au bout du chemin. Notre stratégie doit être,
Je le dis pour la Martinique, mais c'est vrai pour nous C'est tous. valable aussi pour les autres territoires. Hein. Comment? J'ai dit, ça Vas-y. peut aussi être valable pour les autres territoires. Exactement, tout à fait d'accord avec toi. Il faut d'abord exceller chez nous, faire bien ce que nous faisons pour ne pas avoir de leçons à recevoir. Parce que quand tu veux avoir de l'influence, il te faut d'abord être exemplaire. Les mots ne comptent pas. Ce qui compte, ce sont les actes. Être exemplaire chez nous, et puis féconder le monde de nos cultures métisses. Et pour moi, culture métisse n'a rien à voir avec la couleur de la peau, ni avec la texture des cheveux. La culture métisse, c'est la culture de ceux qui ont l'habitude du mélange, le mode de pensée de ceux qui ont l'habitude de vivre avec d'autres personnes d'origine différente, etc. Ça, c'est une chose. Donc, exceller chez nous, féconder le monde de nos cultures métisses, qu'on soit blanc, noir ou jaune ou marron. Et puis, une troisième étape de la réflexion, mais tout ça doit se mener évidemment simultanément, et c'est ça qui, à mon avis, est le génie de l'Afrique, mais c'est le génie également de tous les sages du monde entier, eh bien, tenter de donner la priorité à l'être sur l'avoir. Disons, ne pas nous laisser emporter par la folie consommatrice et faire en sorte que nous cherchions l'équilibre psychologique, sanitaire, économique, etc., de chacun d'entre nous. C'est ça l'horizon à long terme. Tu sais que Alors, dans la vie, quand tu es oui, agriculteur, cultivateur de civilisation, ta charrue, tu dois toujours essayer de l'attacher à une étoile. Eh bien, l'étoile, c'est un monde où l'être va l'emporter sur l'avoir. Un monde de fraternité et de partage. j'espère, comme tu as parlé de 2026, j'espère que les élections municipales vont quand même apporter ce côté être sur partage par rapport à l'avoir. Alors, ce que je voudrais juste rapidement, on a dit aborder ce volet, mais j'aimerais quand même insister un peu. Les municipales de 2026, en fait, tout à l'heure, tu as essayé de décrire un peu que les gens votent soit pour un parti, mais ils ne savent pas pourquoi ils votent déjà, et ça pose un grand problème. Là, nous finissons une année, on va rentrer dans une année électorale qui sera aussi déterminante. Comment est-ce que toi, tu positionnes la Martinique aujourd'hui? Est-ce que ces élections de 2026 vont permettre de rebattre les cartes? Est-ce que tu penses qu'on va renouveler, il va y avoir un renouvellement des candidats? Est-ce qu'il va y avoir du sang neuf? Les programmes, tu as dit, les gens votent pour des partis, mais ils ne savent pas pourquoi ils votent. Est-ce que ces programmes devraient subir, je dirais, un traitement particulier, notamment dans les médias, dans le cadre de Oui. vulgarisation, pour que ceux qui vont aller aux urnes comprennent très bien pourquoi vont-ils aux urnes et surtout quel est le poids de leur bulletin. Parce qu'on a l'impression, quand on t'entend Maurice, c'est qu'un bulletin est juste mis comme ça, et puis on rentre à la maison, au moins on est sûr qu'on a fait son devoir de citoyen. Voilà un peu ce que je voudrais que tu me dises. En fait, on a bien compris que 2025, c'était un peu chaotique. 2026, comment est-ce que toi, tu te projettes notamment sur le renouvellement des hommes et des femmes, sur l'intérêt qui devrait être accordé au programme politique et surtout si il pourrait y avoir un bouleversement, notamment sur le territoire que tu connais bien, qu'est la Martinique. Alors, d'abord, je te mets à l'aise parce que tu es un observateur extérieur et je sais que le bruit que font un certain nombre de nationalistes peut quelque part brouiller le regard, puisqu'on Ouais. les voit aller en Azerbaïdjan insister pour que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, eh bien, soient inscrites par l'ONU sur la liste des pays à décoloniser. Moi, le premier indépendantiste de la Martinique, c'est Maurice Il faut Laouci. quand même dire, si tu permets, il faut quand même dire que cette démarche est très, très mal perçue par l'Hexagone. Mais oui, mais je comprends ça. Mais le problème, c'est que l'Hexagone a sa part de responsabilité. Que moi, j'ai eu l'occasion d'attirer l'attention de beaucoup de ministres et de préfets là-dessus. Est-ce qu'il est admissible que des fonctionnaires de l'État accusent dans leurs actions politiques l'État français de crimes contre l'humanité et de traite d'esclaves?
parce que c'est ce qui s'est produit depuis de longues années à la Martinique. L'État a laissé ses propres fonctionnaires l'insulter. Et d'ailleurs, les fonctionnaires en question ne se rendent pas compte que quand on accuse quelqu'un de crime contre l'humanité et qu'on est soi-même payé par ce quelqu'un, on est complice de crimes contre l'humanité. Mais l'État ne devrait pas accepter cela. Alors, on peut parler 25 ans, puisqu'on est en 2025, de l'indépendance ou de pas l'indépendance. Ce que nous devons prendre en considération, c'est qu'à chaque fois que les Martiniquais et les Guadeloupéens ont été consultés sur une voie menant plus ou moins à l'autonomie ou à l'indépendance, leur Oui. vote a été clair. Négatif. À Oui. la Réunion, pareil. En Guyane, pareil. Leurs votes ont été clairs. Donc, il faut, sauf à parler dans le vide, il faut partir de la situation que nous connaissons. Les Martiniquais, globalement, ne veulent pas de l'indépendance, même de l'autonomie. Mais pour revenir à l'élection municipale de mars 2026, c'est ta question, en Martinique, on voit s'aligner un nouveau parti qui est dirigé par un repris de justice qui a soutenu les incendies de octobre-novembre 2024. Et ce nouveau parti est soutenu par 2 députés de la Martinique et par un certain nombre de cadres de la société, des avocats, des médecins, etc., de la Martinique. Donc, ce qui risque de se passer, c'est que, évidemment, c'est un peu la boule de cristal, hein, c'est après les élections qu'on voit. Mais ce qui risque de se passer, c'est que ce parti conduit par un délinquant, insistant beaucoup sur le thème de la vie chère, un certain nombre de personnes vont se laisser influencer par ce slogan et risquent de voter pour ce parti ou bien pour les candidats soutenus par ce parti. Alors, Maurice, on le dit ici en Hexagone, hein, peut-être comme ils n'ont jamais géré, bah, peut-être qu'on les laisse essayer. Ah oui, oui, mais c'est un risque, hein, c'est une éventualité, et un Oui. certain nombre de personnes vont voter dans ce sens-là. Et puis le jour où ils seront frappés par une balle perdue, ou bien qu'ils verront leurs enfants sombrer dans le trafic de drogue, ils vont peut-être comprendre, hein, mais c'est un risque tout à fait réel. Alors, attendons de voir, mais ce qui veut dire qu'il ne faut pas simplement être en situation d'attente, car tu es un citoyen, j'en suis un autre, et nous avons une responsabilité, parce que, encore une fois, dans la démocratie dite représentative, c'est l'électeur qui décide. Un électeur, plus un électeur, plus un électeur, c'est eux qui font la décision. Alors, si nous nous contentons de constater et de pleurer, il y a de fortes chances. Tu sais qu'il y a une formule qui dit ne crains pas tes amis. Tu connais cette formule, sire. Ne crains pas tes amis, au pire, ils peuvent te trahir. Ne crains pas tes ennemis, au pire, ils peuvent te tuer. Mais crains les indifférents, car c'est à l'abri de leur indifférence que se déroulent toutes les trahisons et tous les crimes. Et nous, on est majoritairement parmi les indifférents apparents. Disons que pendant que la maison brûle, on détourne le regard. Alors tu me diras qu'on a mis des élus là pour qu'ils empêchent que la maison brûle. Mais quand nous constatons que les élus ne font pas le job, eh bien nous avons le devoir de nous lever pour leur dire faites le job. Et s'ils ne le font pas, alors aux dernières élections territoriales, ce qui s'est produit, je trouve que la responsabilité individuelle de l'électeur n'est pas suffisamment soulignée. Ce qui s'est produit, c'est qu'il y avait une douzaine de listes, une demi-douzaine conduite par des gens qui avaient participé à la gestion de la Martinique au cours des 50 dernières années, une demi-douzaine conduite par des gens qui n'avaient pas participé. Eh bien, qu'a fait le cher électeur qui se plaint toute la journée de la situation? Eh bien, le cher électeur est allé voter uniquement, en tout cas principalement, pour les gens qui avaient
déjà participé à la direction des affaires en Martinique au cours des 40 dernières années. C'est-à-dire qu'on se plaint, mais le jour du vote, on revote pour les mêmes. Voilà, donc il y a une responsabilité de l'électeur et nous avons tous, moi c'est ce que j'essaie de faire à chaque fois que j'en ai l'occasion, nous avons tous un devoir d'éclairage parce que les informations qui sont apportées par les grands médias sont souvent intéressantes, mais généralement passent à côté des vrais problèmes, il faut le dire. On en parlait tout à l'heure pour le chômage. Eh bien, à nous qui avons un niveau d'information un tout petit peu supérieur à la moyenne, d'aller partager nos informations avec l'électeur des municipales, qui est également l'électeur des intercommunalités, les électeurs des territoriales, législatives, présidentielles, tout ce qu'on veut, quoi. Tu vois, à nous de contribuer. Moi, je me suis présenté plusieurs fois à des élections. Je n'y ai certainement pas consacré assez de temps et assez d'argent, mais j'ai tenté. Et l'électeur aime bien qu'on lui fasse la cour pendant plusieurs élections différentes, pendant plusieurs années, avant de voter pour vous. Moi, je n'ai pas eu le temps, ou les circonstances professionnelles ne m'y ont pas aidé, de faire suffisamment la cour à l'électeur martiniquais. Mais j'essaie de continuer à expliquer les choses. Alors, Maurice, on va retomber sur le lien que tu as toujours établi entre le territoire martiniquais et le niveau national d'Hexagone, hein, notamment sur le volet agriculture. La France est un pays d'agriculteurs, tu l'as dit tout à l'heure, et nous constatons aujourd'hui une crise qui est très, très importante avec Mercosur, avec cette maladie qui est en train de décimer des cheptels ici en France. Je suis en train de voir à peu près aussi, souvent, quand en France, ici, ça bouge, et c'est sûr que du côté de la Martinique, là-bas aussi, les gens ont souvent les oreilles qui sont déjà bien en pointe pour savoir qu'est-ce qui va leur arriver une fois que la digue aura cédé de ce côté-ci. Il faut quand même dire aussi, Maurice, au tête grise agricole, on a vu finalement le budget, il n'a pas été adopté, je dirais, par rapport aux espoirs du Premier ministre Lecornu. On se rend aussi bien compte que finalement, la France, qu'on croyait être un leader européen, a du mal à s'imposer, notamment sur ce volet agricole. On voit bien cette crise européenne désormais où la France est plus ou moins seule, peut-être soutenue par l'Italie dans la mesure du possible. Mais enfin, on voit cette difficulté par rapport au Mercosur et par rapport à cette politique agricole qui a souvent été, je dirais, favorable à la France et à ses agriculteurs. Sur le territoire, est-ce que toi, tu constates des inquiétudes? Comment est-ce que toi, tu apprécies? Et là, nous sommes à fin 2025. On a commencé en début d'année. Là, nous sommes à la fin de l'année. On va rentrer dans une nouvelle année, sauf qu'on va finir une année dans une crise. Et quelles sont pour toi les perspectives pour qu'on rentre peut-être dans de meilleures conditions dans l'année 2026? D'abord, à titre anecdotique, il va y avoir le salon de l'agriculture en début d'année prochaine, et c'est une vache martiniquaise qui sera une vache brahmane, enfin c'est une implantation de race qui a été faite il y a déjà bien longtemps, une vache martiniquaise qui sera l'égérie en matière d'élevage du salon de l'agriculture. Donc je t'invite, si tu veux faire connaissance avec une belle martiniquaise, à aller au salon de l'agriculture qui va se tenir à la porte de Versailles dans quelques mois. Et la vache est déjà en Martinique. D'ailleurs, un certain nombre d'agriculteurs de l'Est de la France où elle est se demandent s'il n'y a pas un lien de cause à effet entre sa présence et l'épidémie dont tu parlais. Bon, c'est un peu excessif, mais tu sais que la Martinique importe 90% de ses produits agricoles et alimentaires. Dans l'igname, par exemple, il y a une crise en ce moment, il y a fort peu d'igname en ce moment en Martinique. Alors, on nous fait beaucoup de bruit autour de la chlordécone qui polluerait nos sols. La vérité, à mon avis, est beaucoup moins grave que ne disent les démagogues, mais personne ne nous dit comment sont contrôlées les carottes, les tomates, les choux, les ignames qui viennent de l'extérieur sur le marché martiniquais.
Ça, c'est un gros problème. Qu'il y a une direction de la répression des fraudes au ministère de l'Agriculture, mais il y a beaucoup de fruits et de légumes arrivent en fraude, et même ceux qui arrivent par avion ou par bateau, dans quelles conditions sont-ils contrôlés pour notre santé? Je n'en sais rien. Et là, on retombe sur le problème de la volonté politique. J'ai reçu récemment, anecdotiquement, mais c'est très intéressant, des éleveurs canadiens. Quel est le travail d'un éleveur de bovins, de vaches au Canada? Son travail, c'est d'entretenir ces vaches et de faire en sorte que le rendement de lait par an de la vache soit aussi important que possible, c'est-à-dire 30 ou 35 litres par jour. Bon. Et son travail, c'est d'arriver à une production maximale par vache, de livrer sa production de lait à une coopérative ou à une société privée, et à partir de là, son travail est terminé. C'est à la structure industrielle de voir ce qu'elle fait avec le lait qui a été porté par l'éleveur du Canada. C'est l'idéal de l'organisation agricole, c'est-à-dire faire en sorte que l'agriculteur ou l'éleveur ou le producteur de cultures maraîchères ou vivrières soit concentré sur ses capacités de production et qu'une fois la production réalisée, il livre à quelqu'un dont le métier est différent. Le Alors, métier. Maurice, alors là, je t'arrête. Parce que quand on voit ici, notamment, ceux qui font ce que tu es en train de nous dire là, ceux qui produisent et qui livrent à Lactalis, ils disent, ils le livrent à combien? À combien le litre? Eh Ce qui bien, ne mais oui, rémunère pas le travail, en fait, mais, aujourd'hui. mais oui, mais bien entendu, c'est là que les pouvoirs publics doivent intervenir. Les pouvoirs publics, l'Union européenne s'est d'abord fait sur la politique agricole commune dans les années 1960. C'est le général de Gaulle qui a été un peu l'artisan de ça, alors qu'au départ, il était contre l'Union européenne. Et à cette époque, et pendant des dizaines d'années après, les agriculteurs, les éleveurs français ont bénéficié de la politique agricole commune. Et la France était exportatrice nette de produits agricoles et alimentaires, et y compris dans les industries agricoles et alimentaires, des conserveries, etc. Aujourd'hui, en particulier à partir de l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, c'est-à-dire à partir des années 1973-1974. Le marché commun s'est ouvert au reste du monde, Mais aucune étude d'impact économique sur l'agriculture française n'a été menée assez à fond pour mesurer quelles conséquences ça allait avoir sur la vie des agriculteurs. Et aujourd'hui, je peux dire qu'au moins chaque mois, il y a un agriculteur qui se suicide. C'est-à-dire qu'il y a, de la part des dirigeants français et des dirigeants de l'Europe, une acceptation que l'agriculture française soit concurrencée par des agricultures étrangères qui peuvent produire les mêmes choses pour moins cher. C'est-à-dire que le critère qui est le plus fréquemment mis en avant, c'est le critère du prix. Mais quand on va accepter sur le marché martiniquais, au nom du Mercosur, des produits alimentaires venant du Brésil, par exemple, hein, ou bien d'Argentine, est-ce que l'Union européenne et l'État et les dirigeants martiniquais auront veillé à ce que les conditions de production constatées en Argentine ou au Brésil préservent la santé du consommateur martiniquais? Donc c'est là le nœud. Alors pour revenir à ce que je disais, une fois que la livraison est faite, il faut qu'on se soit mis d'accord en amont sur les normes de qualité, de quantité et de prix. Et à ce moment-là, le maillon industriel de la chaîne, que c'est un problème de filière, eh bien, s'organise pour conserver, transporter, oui, conserver et commercialiser, soit au niveau local, soit à l'extérieur. Et là, il faut choisir naturellement pour la Martinique.
des productions qui n'entrent pas en concurrence frontale avec celles de pays où le coût de l'homme, c'est une notion très importante, le coût de l'homme, le coût du travail est moins élevé que le coût de l'homme en Martinique ou en France. C'est François Pérou, économiste français mort maintenant, qui avait fait un livre remarquable qui s'appelle L'économie du XXe siècle, et où il démontrait une évidence, mais qu'il a été le premier à mettre en lumière, démontrait que la concurrence internationale se fait d'abord sur la base de ce que coûte le producteur local. Quand tu as un ouvrier chinois ou un ouvrier brésilien qui coûte 500 € par mois sans beaucoup de protection sociale, forcément ce qu'il produit va coûter moins cher que ce que produit un Martiniquais ou bien un Auxerrois ou un Marseillais qui coûte 3 000 € par mois et sa production naturellement aura du mal à entrer en compétition gagnante avec la production du Brésilien ou du Chinois. Ce qui est sûr, mon cher Maurice, puisque nous arrivons à la fin, on va sans doute retomber sur nos pattes ou sur nos pieds par rapport à notre entame au niveau international. J'aimerais que tu puisses un peu nous projeter pour toi au niveau mondial. Tout à l'heure, en t'écoutant, tu nous as fait comprendre que 2025 a été une année plus instable, plus fragmentée, plus imprévisible, avec Trump en tant que maître d'orchestre. 2026 pour toi, quelle est la perspective quand on sait qu'aujourd'hui Trump est en train de conclure la guerre ukrainienne sans les Européens, sinon en leur donnant juste des nouvelles et puis à la limite il fait ce qu'il veut. Et comment tu te projettes toi pour 2026 au niveau géopolitique mondial? Alors, disons que l'un des premiers problèmes aujourd'hui, c'est évidemment ce qui se passe en Europe centrale. Hein. Bon, la guerre d'Ukraine. Alors, je veux faire un rappel. Récemment, il s'est produit en France, parce que l'année 2026 sera la déclinaison d'un certain nombre de choses qu'on a constatées en 2025. Ou bien on tirera les leçons de ce qu'on a vu en 2025 et on fera une année 2026, je dirais, positive, ou bien on s'en tient aux mêmes analyses qu'on faisait en 2025 et les choses ne vont pas s'améliorer. Ce que je veux rappeler, c'est que quand un général-major général, c'est-à-dire le patron des armées françaises après le président de la République, est envoyé devant les maires, parce qu'il n'a pas fait ça tout seul, envoyé devant les maires dire qu'il faut qu'il y ait un supplément d'âme apporté par toute la nation derrière avec l'armée et qu'il faut que les Français acceptent éventuellement le sacrifice de leurs enfants dans un conflit que la Russie déclencherait dans 3 ou 4 ans, on se trouve dans une situation extrêmement inédite sur la base d'informations contestables. La directrice du renseignement à Washington, une femme, parce que ce sont les femmes qui mènent le monde, comme tu le sais, Sire. La directrice du renseignement a dit récemment, publiquement, elle a dit les analyses prévoyant que Poutine va attaquer toute l'Ukraine et toute l'Europe dans 3 ou 4 ans relèvent de la propagande. Elle a dit ça. Ces analyses-là relèvent de la propagande. Je te signale, et toi et ceux qui nous font l'amabilité de nous écouter, un discours prononcé en 2001, le 25 septembre 2001, au Parlement allemand par Poutine. Et Poutine a fait cette déclaration en allemand. Il parlait allemand parce que c'est un ancien agent secret des Russes en Allemagne de l'Est. Hein. Oui. Et il a fait cette déclaration devant le Parlement allemand pour qu'il ne soit pas trahi par les traductions. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit l'Europe doit s'unir de l'Atlantique au Pacifique.
l'Europe doit s'unir de l'Atlantique au Pacifique. C'est-à-dire qu'il allait encore plus loin que le général de Gaulle qui parlait de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. À l'oral, oui. Et j'en ai parlé récemment. Je veux dire que à cette époque, la Russie était demandeuse ou demanderesse de coopération, de paix avec l'Europe. Les dirigeants européens, dont François Mitterrand, dont Jacques Chirac, avec lui, dont Michel Rocard, etc., ont préféré céder aux sirènes américaines dont l'intérêt était la division de l'Europe. Et puis après, évidemment, eh bien, Poutine a dit, puisque vous êtes en train de m'entourer de bases et de fusées, les Américains ont 750 bases militaires dans le reste du monde, avec un budget militaire de plus de 1000 milliards de dollars. Bien, puisque vous êtes en train de m'entourer et de menacer ma population qui s'inquiète, qui se demande si demain matin, on ne va pas lui envoyer des fusées sur la tête sans que nous puissions la protéger, eh bien moi, j'organise ma protection. Et ça a été la prise de contrôle direct ou indirect en Géorgie, en Crimée, et puis la troisième étape, ça a été l'Ukraine. Mais ce que Poutine fait, c'est d'essayer d'établir une protection géographique entre des pays contrôlés par les États-Unis et son propre territoire. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est qu'en 2026, c'est que la vérité apparaisse et que la diplomatie reprenne ses droits. Quand la directrice du renseignement américain dit mais Poutine n'a pas l'intention et surtout il n'a pas les moyens d'envahir l'Europe occidentale, eh bien il faut en tenir compte. Il ne faut pas installer l'opinion publique française et martiniquaise dans la peur. Et parce qu'un peuple qui a peur est un peuple qui ne se développe pas. C'est pas un peuple qui s'organise, c'est un peuple qui réagit de manière quasi animale, de manière à se protéger, mais c'est pas raisonnable. Il faut donner au peuple une perspective. Et la perspective qu'il faut donner au peuple français, eh bien, c'est d'essayer d'améliorer ses conditions de fonctionnement. Tu sais que le problème principal de la France, c'est en tout cas ce que tous les spécialistes reconnaissent, pas tous ceux qui demandent qu'on augmente encore les impôts. En France, il y a déjà la moitié des gens qui ne paient pas d'impôts sur le revenu. Ce qu'on peut espérer, c'est que le rapport qualité-prix du secteur public, c'est-à-dire les élus et la fonction publique, s'améliore. Nous avons des fonctionnaires qui sont malheureux parce qu'ils ne sont pas considérés, ils ne sont pas suffisamment payés et ils sont malheureux. Comment peut-on avoir un pays heureux avec un secteur public qui en contrôle 57% du produit intérieur brut et qui est lui-même malheureux? Il nous faut chercher une voie, je dirais, d'équilibre et de bonheur pour tout le peuple français et tout le peuple martiniquais. Alors, en ce qui concerne la Martinique, il faut qu'on fasse ce que la loi prévoit, établir un projet. Disons que notre projet doit donner les priorités. C'est à l'élu que le peuple a donné le devoir et le droit d'établir les priorités. Et puis, à partir de cela, les entreprises que je connais bien, que j'ai été banquier dans une autre vie, ne demandent pas mieux que de s'adapter aux orientations de base qui ont été définies par le secteur public et notamment par les élus, par le biais d'un projet de développement économique, social, culturel, etc. etc. La vie n'est pas un spectacle. La vie n'est pas un spectacle, n'est pas un prosénium. Un homme qui crie n'est pas un ours qui danse. Et nous avons beaucoup d'hommes et de femmes qui crient, aussi bien dans l'Hexagone qu'au niveau local. Donc, à nous de nous responsabiliser individuellement. Pour faire une incidente à propos de l'outre-mer, je suis de ceux qui pensent qu'il faut supprimer le ministère de l'outre-mer, qui est le dernier ministère des colonies, et puis mettre dans chaque ministère national quelqu'un qu'on appellerait responsable du pôle France entière. France entière, quand je dis France entière, ça veut dire l'Hexagone plus
tous les territoires d'outre-mer. Ce serait un grand service à rendre, non seulement à l'outre-mer, parce que nos élus seraient plus obligés d'aller au fond des dossiers qu'ils ne le font aujourd'hui, mais surtout aux décideurs nationaux qui ne sont pas conscients de la véritable dimension de la France parce qu'ils en sont tout simplement au territoire de l'Hexagone. Ils n'ont pas compris l'immensité de la France grâce à l'ensemble de ces territoires d'outre-mer. Donc, si j'avais véritablement un vœu à émettre pour 2026, ce serait qu'on fasse cette réforme-là, qu'on supprime le ministère des colonies et qu'on le remplace par des responsables du pôle France entière dans chacun des ministères, en souhaitant d'ailleurs qu'il y ait beaucoup moins de ministères qu'il y en a aujourd'hui, la coordination devant à ce moment-là être assurée par le pôle France entière situé à Matignon, c'est-à-dire auprès du Premier ministre. Voilà. Merci, Maurice, pour tous ces éléments et surtout pour cette perspective 2026. Je te souhaite de passer de très bonnes fêtes. J'espère que l'année se passera bien pour toi, se terminera bien pour toi et surtout, j'espère que le Père Noël va te gâter si tu as été sage, Maurice. Merci, Sire. Je souhaite un excellent Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année de manière générale, et un excellent début de 2026, la santé, qu'il n'y ait pas trop d'hécatombes autour de nous, les uns et les autres, et puis que tu continues à diriger magistralement Jana TV qui rend service à beaucoup de monde. Merci encore à toi, Maurice. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs, vous qui avez pris désormais l'habitude de nous suivre là-bas, du côté de la Martinique, de la Guadeloupe, du côté des Antilles, de la Caraïbe. Merci à toute l'équipe sur place du côté de la Caraïbe. Merci à Melka. Merci à vous aussi, mesdames, messieurs. Passez de très bonnes fêtes. On se retrouve donc pour les prochaines émissions dans Instant Caraïbe avec Maurice Labouché. Mais l'année prochaine, entre-temps, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et surtout mes vœux les meilleurs. Et je vous dis donc, mesdames, messieurs, à très bientôt sur Ziana TV. Et surtout, Maurice, prends soin de toi et porte-toi bien. À bientôt. Merci à tous et à Melka en particulier, à Jean-Christian, à toi. Et puis, on continue. Le combat continue plus que jamais. Voilà, rendez-vous en 2026. Au revoir. Merci. Au revoir.